Charles de Gaulle, ce n'est pas juste un nom, c'est une époque entière, une vision, et en fait, c'est la France moderne elle-même. Alors, pour vraiment cerner le personnage, le mieux c'est de commencer par ses propres mots. Il y a cette phrase qui résume absolument tout. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond, cette certaine idée? Attention, ce n'est pas juste du patriotisme de base, non, c'est bien plus profond. C'est la conviction que, et je cite, « la France ne peut être la France sans la grandeur ». Pour lui, ce n'était même pas une idée politique, c'était un destin personnel. Il sentait que son propre destin était mêlé à celui de la nation, et ce depuis tout jeune. Alors ça pose une question fondamentale, non? Qui était cet homme qui a osé s'incarner en une nation? Eh bien, sa légende va se forger dans le feu, dans l'épreuve la plus terrible du XXe siècle. On va commencer par ça, le rebelle de Londres. Comment, à partir d'une défaite totale, on forge une résistance? Ce qui est absolument fou, c'est la vitesse à laquelle tout s'effondre. Regardez bien, 10 mai 1940, l'Allemagne envahit. Une semaine plus tard, à peine, alors que c'est la débâcle totale, on a ce colonel de Gaulle qui mène une contre-attaque presque désespérée à Montcornet. Mais rien n'y fait. Le 17 juin, il doit fuir à Londres, et seulement 5 jours après ça, c'est fini. Le gouvernement signe l'armistice, la France est à terre. Le gouvernement a donc cédé. Mais un seul homme, a refusé. Il faut vraiment essayer de se remettre dans le contexte de l'époque. C'était le chaos, le défaitisme était partout. Et lui, il décide de rejeter l'armistice, de continuer le combat, tout seul. Ce n'était pas juste courageux, c'était presque de la démence. Et c'est de Londres, sur les hôtes de la BBC, qu'il va lancer cet appel qui va littéralement changer le cours de l'histoire. Ça commence comme ça. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre. Et ne s'éteindra pas. Voilà. La phrase est complète. Et la force de cette affirmation est incroyable. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un espoir, c'est une certitude. C'est un défi qu'il lance à la face du monde. Et ce défi, bien sûr, a des conséquences immédiates et totalement opposées. D'un côté, pour le gouvernement de Vichy, c'est un traître. Il est condamné à mort par contumace, on lui retire sa nationalité française. Mais de l'autre côté, pour les Britanniques, il devient l'allié incontournable. Il est reconnu comme le chef de la France libre. Traître d'un côté, héros de l'autre. Le grand écart absolu. D'accord, mais comment est-ce qu'on passe de rebelle solitaire, de voix à la radio, à chef d'État? C'est toute la question. Et ça nous amène à la deuxième étape de son parcours, ce qu'on appelle la longue traversée. Un chemin vraiment compliqué qui va de la gloire de la libération à des années de solitude politique. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, même en luttant contre le même ennemi, De Gaulle n'était pas un allié facile, loin de là. Son intransigeance, sa défense bec et ongle de la souveraineté française, ça rendait fou ses alliés. Le président américain, Roosevelt par exemple, il ne le sentait pas du tout. Il le voyait comme un apprenti dictateur. Winston Churchill, lui, était plus pragmatique. Il le trouvait insupportable, c'est clair, mais il savait qu'il était indispensable. Leur relation, c'était vraiment un mélange de respect forcé et d'exaspération permanente. Et puis, il y a ce moment gravé dans toutes les mémoires. Août 1944, De Gaulle qui descend les Champs-Élysées. Là, ce n'est plus juste le chef de la résistance exilée, c'est le symbole vivant de la France libérée. Il s'impose de fait comme le leader incontesté du pays. On pourrait croire que l'histoire est écrite, mais non. Au sommet de sa gloire, coup de théâtre. 1946, il en a marre. Marre des jeux politiques, marre de cette 4e République qu'il trouve bien trop faible, alors il claque la porte. C'est le début de ce qu'on appelle sa traversée du désert. Il va attendre pendant 12 ans. Et il attendra jusqu'en 1958, quand la France, au bord de la guerre civile avec l'Algérie, n'aura plus d'autre choix que de le rappeler. Et ce retour, il va mener à son chef-d'œuvre politique. C'est notre 3e partie, la construction de la 5e République. Une présidence qui est née, littéralement, dans la crise. Et pour faire ça, il a un soutien populaire absolument écrasant. Ce chiffre, il parle de lui-même. 79,2%. C'est le score du oui au référendum pour sa nouvelle constitution en 58. Ce n'est pas un soutien, c'est un plébiscite. On lui donne carte blanche, un mandat énorme pour tout reconstruire. Alors qu'est-ce qu'il fait avec tout ce pouvoir? Eh bien, il va mettre en place sa fameuse vision de la grandeur. Et ça repose sur 4 grands piliers. D'abord, il faut régler le problème le plus urgent, mettre fin à la guerre d'Algérie en allant vers l'autodétermination. Ensuite, s'assurer que la France soit une puissance qui compte. Il va donc créer une force de dissuasion nucléaire indépendante. 3e point, l'indépendance toujours. Il retire la France du commandement militaire de l'OTAN. Et enfin, dernier pilier, affirmer une politique étrangère unique, une sorte de 3e voie entre les États-Unis et l'URSS. Tout ça, c'est bien beau, mais au final, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui?
c'est la question de l'héritage. Et c'est la dernière partie de notre analyse. Un héritage durable. L'homme qui, pour beaucoup, fut la France. Et sa présidence va se terminer exactement comme elle a commencé, avec un référendum. En 1969, il met tout son poids dans la balance sur une réforme. Il dit en gros, c'est ça ou moi. Le non l'emporte. Et lui, fidèle à lui-même, il ne discute pas, il démissionne, dans la minute. Il avait tout misé sur la volonté du peuple. Il a perdu, il s'en va. Point. Alors, si on fait le bilan, l'héritage est à la fois immense et, il faut le dire, assez complexe. D'un côté, on a le fondateur de la Ve République, le régime actuel, le grand défenseur de l'indépendance nationale. De l'autre, on lui reproche un style de pouvoir très personnel, voire autoritaire. Mais une chose est sûre, il a redonné à la France une stabilité et un prestige international. Et depuis, il reste la référence, en bien ou en mal, pour tous les présidents qui sont arrivés après lui. Ce qui nous laisse avec une question pour la fin. Finalement, est-ce que De Gaulle était plus qu'un homme? Est-ce qu'il était une idée? Et cette certaine idée de la France, si chère à son cœur,